Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous partager mon cheminement à travers l'alimentation, la nutrition féminine surtout, bien que grosso modo les principes généraux que je vais évoquer ici ont cours aussi pour les hommes et puis globalement les enfants aussi. Voilà, l'être humain de manière générale. Je suis Louise Baranek, j'ai 25 ans et je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes, dans la santé des femmes. Je suis également formatrice en symptothermie, donc c'est la gestion de la fertilité de manière naturelle, que ce soit l'observation, la conception ou bien la contraception. Je suis également instructrice en massage bébé. Je suis donc spécialisée aussi en nutrition pour accompagner les femmes tout au cours de leur grossesse et du postpartum. Et pour terminer, je suis paysanne herboriste dans le Gers. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon histoire avec l'alimentation, mes expériences, également mes connaissances à travers les formations que j'ai pu faire, les lectures que j'ai pu aussi avoir. Je vais également vous partager mes croyances, voilà, qu'on se le dise, sur le sujet. Cette vidéo n'a pas du tout pour objectif de vous convaincre, mais vraiment de relater une expérience et des croyances. Voilà. Les commentaires sous cette vidéo seront désactivés volontairement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre de commentaires, tout simplement parce que je ne veux pas qu'il y ait de débat suite à ce partage. Je n'ai pas du tout le temps ni l'énergie pour répondre malheureusement à des commentaires qui seront sûrement qui n'auront pas lieu d'avoir en fait, tout simplement. En revanche, si vous souhaitez m'écrire tout de même, voilà, vous avez envie de m'écrire sur cette vidéo pour me partager votre ressenti, vous pouvez le faire. Je vous laisserai une adresse mail dans la barre de description. Voilà, pour si vous avez envie, voilà, ça évitera peut-être aux personnes qui sont juste là pour mettre des commentaires haineux, certainement que ça les dissuadera davantage. Alors, donc cette vidéo va s'articuler en 4 grands points. D'abord, je vais vous parler de mon histoire avec l'alimentation, de mes connaissances sur le sujet. Ensuite, je répondrai aux questions qui m'ont été posées sur mes comptes Instagram. Et puis, je terminerai avec des ressources sur le sujet qui, pour moi, sont vraiment que je trouve vraiment pertinentes. Mon histoire avec l'alimentation. Donc, tout a commencé quand j'avais 12 ans. Comment dire ? Il y a eu l'élection de Miss France 2012 et à cette époque c'était Delphine Westpizer qui a été élue, qui était une jeune femme qui était végétarienne. Donc le végétarisme, c'est le fait de ne pas consommer de produits de viande en fait, donc, et aussi de poisson. Donc on arrête tout ce qui est viande et par contre on continue de manger des œufs, du fromage. Voilà. Et le végétalisme, c'est le fait de ne plus du tout consommer d'aliments animaux. Voilà. Il n'y a plus du tout ni viande, ni poisson, ni produits laitiers, ni œufs. Voilà. Alors, donc à mes 12 ans, j'ai demandé à mes parents de faire une transition alimentaire pour devenir végétarienne. Donc ça a été accueilli au départ un petit peu avec réticence et puis finalement ça s'est fait, voilà, de manière assez abrupte, c'est-à-dire un peu du jour au lendemain. J'ai arrêté de manger de la viande. Voilà. Il faut savoir que moi j'ai été élevée dans une famille, surtout du côté de mon père, où on mange énormément. On mange de la viande, on aime les produits animaux de qualité. Donc voilà, mais si je devais retenir 3 aliments phares que j'adorais manger quand j'étais enfant, ce sont le beurre, les escargots et le foie de veau, le foie d'agneau. Voilà, ça c'était vraiment des aliments que j'aimais énormément. J'ajouterai un 4e, ce serait le beefsteak. Voilà. C'est vraiment des aliments que j'adorais manger. Et puis à mes 12 ans, voilà, j'ai choisi de devenir végétarienne, surtout pour des causes éthiques et environnementales. Voilà, j'adorais les animaux. Et on avait beaucoup d'animaux chez nous.
et je ne voulais plus les manger. Voilà, je ne voulais plus les faire souffrir, je ne voulais plus de souffrance animale. Voilà, c'était quelque chose que je ne voulais plus avoir affaire à ça. Et donc j'ai été végétarienne jusqu'à mes 18 ans, avec des tendances au végétalisme. Voilà. Je me suis beaucoup penchée sur le véganisme aussi. Donc le véganisme qui est une philosophie de vie, une manière de vivre, donc qui comprend en fait le végétalisme, mais aussi le fait de ne plus acheter de matière animale, donc par exemple du cuir, de la laine, voilà, donc ne plus posséder d'animaux domestiques. Voilà, ça va vraiment dans un extrême assez poussé autour de la réflexion de la vie animale. Donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu pas mal de livres sur l'antispécisme, sur le droit des animaux, aussi au niveau de la santé, un peu plus, pour vraiment en fait, renforcer mes croyances autour de cette manière de vivre et de s'alimenter. Voilà. Donc après, quand j'ai eu 16 ans, je suis partie en sport-études. Et donc à l'année, voilà, je voyais mes parents seulement parfois les week-ends. Et donc à partir de mes 16 ans, je suis tombée en fait j'ai rencontré une personne qui cherchait à perdre du poids en fait. Et, et qui, m'a transmis la connaissance d'un homme qui faisait des vidéos YouTube sur la santé et comment bien s'alimenter pour être en bonne santé. Cet homme, c'est Thierry Casanova. Voilà. Donc j'ai rencontré, virtuellement parlant bien sûr, Thierry Casanova, ensuite Irène Grosjean, l'alimentation crue, vivante, voilà. Et donc là, ça a été aussi un gap voilà, qui s'est produit dans mon régime alimentaire, où je trouvais ça fascinant, le fait de se nourrir que d'aliments crus, donc très riches en vitamines, minéraux, alimentation vivante, et bien sûr Thierry Casanova et Irène Grosjean prônent une alimentation plutôt végétarienne, voire végétalienne. Voilà, et donc à partir de mes 16 ans, j'ai commencé, donc j'étais toujours vraiment d'autant plus convaincue du fait de ne pas manger de produits animaux, même des œufs, même du fromage, vouloir manger plutôt cru, même si c'était quelque chose de très compliqué pour moi, parce qu'en fait, je n'ai pas été éduquée à manger de crudité. J'aimais pas du tout les légumes, hein, clairement, avant de devenir végétarienne. Et l'alimentation froide, crue, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait, vraiment pas du tout. Donc ça a été c'est vrai que ça a été assez laborieux. J'ai tenté à plusieurs reprises et puis finalement en fait j'étais toujours un peu entre guillemets le cul entre deux chaises, un peu chaud, un peu cru, voilà. Mais jamais totalement cru. Et à partir de ce moment-là en fait aussi, peut-être, enfin, je vais vraiment parler en mon nom plutôt, ce sera plus simple. À mon âge, j'ai fait toujours beaucoup de sport, mais je regardais quand même beaucoup mon apparence. J'aimais manger, mais j'aimais aussi le fait d'être mince, toujours plus mince. Voilà. Et donc quand j'étais en sport-études, en fait, de justesse, on m'a rattrapée, je commençais à ne plus m'alimenter. Et donc à cette époque-là, j'étais suivie par un médecin homéopathe acupuncteur qui est le docteur Ledoux, qui est très connu dans le domaine de la santé holistique. Et en fait, au cours de cette année de sport-études, mes parents m'ont amenée chez mon médecin. Et donc mon médecin m'a dit, là Louise, attention, t'es un peu borderline, anorexie mentale. Bien sûr à cette époque-là, non, complètement dans le déni. Non, je fais juste attention à ce que je mange, je mange. Mais je sais, enfin voilà, par exemple le midi, je sautais le repas, j'allais dormir, parce que ça permettait qui dort dîne, comme dit le dicton. Et je sautais quand même pas mal de repas. Et donc j'ai perdu du poids, j'ai perdu du muscle surtout. Et donc à cette époque-là, je n'étais pas extrêmement mince, hein, je pesais 45 kg, donc pour 1m60, ce qui n'est pas non plus... Voilà, on est dans la norme, hein, pas de problème. Mais j'ai perdu du poids. J'avais moins d'énergie, hein, voilà, je dormais parce que j'étais fatiguée.
Et, donc à ce moment-là, donc je me suis fait rattraper par mon médecin, mes parents. Et puis après, voilà, j'ai quand même repris l'alimentation, je ne sautais plus de repas. Mais j'avais toujours en tête ce cheminement en fait, à travers l'alimentation, la nutrition pour la santé aussi. Je me penchais de plus en plus au niveau de la santé, des bienfaits de la santé. Au-delà du domaine éthique et animal, qui au départ m'avait vraiment convaincue pour faire ma transition. Et donc voilà, donc je reprends l'alimentation, toujours végétarienne hein, bien sûr. Je remange quand même des œufs parce que mon médecin me recommandait fortement de manger surtout protéiné le matin, déjà à l'époque. Je reviendrai dessus après. Mais c'était très compliqué quand même, hein, mais j'essayais de manger un œuf dur le matin ou un œuf mollet. Donc voilà. Ok, donc à cette époque-là, en fait, j'avais des cycles, donc je vais vous parler de mes cycles ovulatoires, hein, parce que c'est aussi le reflet de la santé. Donc j'avais des cycles, bon j'étais jeune aussi, hein, c'était les premières années de cycle, donc il faut savoir que les premières années d'ovulation, c'est quand même assez courant que ce soit aléatoire et un peu anarchique. N'empêche que moi ça a quand même duré pas mal d'années, et j'avais des saignements très abondants, et en fait avec du recul ils étaient certainement hémorragiques. Voilà. Quoi dire d'autre? J'ai développé du psoriasis. Quelques années, 1 ou 2 ans après être devenue végétarienne, j'ai développé du psoriasis. Donc le psoriasis, c'est une maladie cutanée, donc de la peau, en fait, où en gros, il y a une desquamation de la peau qui se fait, les cellules de la peau se régénèrent trop vite. Et donc ça crée une pelade en fait, et ça gratte, on se gratte en fait. Et donc voilà, généralement on dit aussi, enfin le psoriasis on ne connaît pas les causes vraiment spécifiques, mais on parle du système immunitaire, ce serait une maladie auto-immune, donc le corps qui se retourne contre lui-même, et dans le sens en fait il y a un problème au niveau du microbiote intestinal et de la muqueuse intestinale qui est trop poreuse et donc qui laisse passer des macromolécules, et donc le corps prend ça pour des corps étrangers et donc il attaque, et donc il est hyper stimulé au niveau immunitaire. On parle aussi d'une maladie qui est émotionnelle, voilà, qui peut être aussi un peu avoir une base de génétique. Donc voilà, c'est un peu multifactoriel. Aujourd'hui, le psoriasis, j'en suis toujours pas guérie, débarrassée. Donc est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est aussi des facteurs émotionnels? Certainement un mélange de tout ça. Je commence également à perdre énormément mes cheveux, vraiment par poignée. Et ça dure pendant plusieurs années. Et je reviendrai dessus après. Voilà. Ensuite arrive donc la majorité, donc j'ai 18 ans, une fois le bac obtenu, je décide de partir en école de naturopathie. Et donc je pars dans le Jura pour 1 an intensif de formation. Et donc là c'est l'extase. Donc voilà, on parle d'alimentation, de nutrition, de santé, tout ce que j'aime, voilà, vraiment. Donc au cours de ma formation, on parle énormément quand même d'alimentation végétale, hein, clairement. Les produits animaux sont pas très bien vus. C'est mitigé en gros, la viande rouge c'est inflammatoire, les produits laitiers c'est inflammatoire, les œufs c'est pas mal, c'est intéressant, hein. Mais voilà, les produits animaux, les poissons c'est pas mal, mais attention, ça contient beaucoup de métaux lourds. Donc plutôt les petits poissons, donc ça pour moi c'est une vérité. Mais voilà, les produits animaux c'est moyen. Et il n'empêche que au cours de cette année quand même, je tiens à préciser que je suis toujours à fond avec Irène Grosjean, Thierry Casanova et d'autres praticiens de santé qui prônent l'alimentation crudivore et vivante. Donc j'essaye vraiment de mettre ça en place parce que c'est un idéal que j'aimerais atteindre en fait. Vraiment. Et je suis toujours sur j'ai toujours ce regard sur mon corps, sur mon physique qui est là. Et donc j'ai pas du tout de balance, hein, je contrôle pas mon poids. Mais quand les rares fois où je remonte voir ma famille, je me pèse et je suis très satisfaite parce que de nouveau je pèse 45 kg. Et ça c'est vraiment hyper satisfaisant pour moi. Voilà, je pratique pas énormément d'activité physique, mais je pense manger correctement, un maximum cru,
très peu d'aliments animaux, excepté quand même, je suis quand même dans le Jura, donc je mange du bon beurre au lait cru, et je me fais plaisir avec du bon fromage aussi au lait cru. Voilà, mais quasiment toujours pas de produits de viande, très peu quasiment pas de poisson non plus, hein, pas de poisson. Voilà, et donc on est toujours dans ce cheminement, quoi, au niveau de l'alimentation, similaire, point de départ. Et par contre, je remarque que j'ai vraiment des douleurs menstruelles qui sont catastrophiques. C'est horrible, c'est vraiment terrible. Je suis obligée d'être alitée, je perds beaucoup de sang et j'ai très très mal. Des douleurs que j'avais auparavant jamais connues. Et ou alors en fait avant aussi je prenais des médicaments et qu'aujourd'hui je ne veux plus prendre avec la naturopathie, voilà. Généralement on ne veut plus trop prendre de médicaments. Et donc j'ai vraiment très mal et je me pose même la question, est-ce que ce serait pas de l'endométriose, est-ce qu'il ne faudrait pas que je me fasse des examens et tout. Sachant que dans ma famille, ma mère a eu l'endométriose et ma grande sœur, je sais pas si elle s'est faite diagnostiquée, mais en tout cas elle avait vraiment des grosses douleurs aussi. Je me souviens qu'elle était alitée à chaque fois qu'elle avait ses règles. Voilà, donc vraiment de très grosses douleurs aussi. Et donc voilà, c'est vraiment des douleurs que j'arrive pas à gérer. Et puis au fur et à mesure de l'année qui avance en naturopathie, il y a une maturation à travers l'alimentation et je me dis, ce serait peut-être bien quand même que je revienne mettre un petit peu de produits animaux. Et donc vraiment en petite quantité. Donc je vais commencer par le poisson, donc notamment avec la truite ou le saumon fumé. Voilà, donc progressivement je reviens surtout sur les poissons. Je mange quand même très peu de viande, hein, grosso modo. Voilà. Ça me fait plaisir parce que j'aime ça. J'ai toujours aimé ça, les produits animaux. Ce qu'il faut savoir aussi, une chose que j'ai pas dite, c'est que depuis le collège, donc à peu près mes 12 ans on va dire, hein, je ne mange plus le matin. Parce que j'ai pas faim. Donc j'écoute mon corps et je le respecte. Je ne mange plus le matin. Également au cours de mes années collège-lycée, je découvre le jeûne. Et donc je lis pas mal de bouquins sur le jeûne. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, je me dis, ne plus manger. Toujours un peu cette quête du corps toujours plus mince aussi, hein, qui est toujours là en fait. Sur le départ, je suis vraiment un peu dans le déni, mais c'est toujours là dans un coin de ma tête. Ne plus manger pour purifier son corps. Toujours plus propre sur soi et en soi. Et donc je pratique le jeûne intermittent. Je ne mange pas le matin. Et ça tombe bien, c'est très facile pour moi, je n'ai pas faim le matin. Et je m'en porte très bien, honnêtement. Franchement, comme ça en plus ça me permet de plus de temps pour faire mes activités le matin, parce qu'en fait le matin je suis très active et prendre le temps de manger, c'est du temps de perdu quoi. Ça demande du temps de se préparer à manger. Et moi le matin j'ai plein d'énergie, j'ai plein de choses à faire. Alors hop, je saute le petit déjeuner et ça me va très bien. Je fais ça jusqu'à peu près mes 22 ans. Voilà, j'en ai 25 aujourd'hui. Donc je ne mange pas le matin, je mange quasiment plus de protéines animales, plus du tout, et à un moment donné, voilà, je vais rebasculer, je vais en manger un petit peu. Voilà, pour mon histoire avec l'alimentation. Alors, donc au niveau de mes connaissances sur la santé féminine, moi le constat que j'ai fait depuis, je dirais, peut-être 2 ou 3 ans maintenant, ouais, c'est que ce soit moi ou d'autres personnes que je peux accompagner, je remarque beaucoup que les femmes ne mangent pas suffisamment en quantité de protéines. Les recommandations officielles à ce niveau-là, c'est 1 gramme de protéines par kilo de poids. Pour être exact, c'est 0,88 g de protéines par kilo de poids, mais 1 gramme c'est plus rond. Et donc, par exemple, moi qui fais 50 kg, on va dire un petit 50 kg, il faudrait que je mange 50 g de protéines par jour.
Le corps ne fait pas de réserve, hein. C'est parce qu'un jour vous mangez 50 grammes ou 60 grammes que le lendemain vous pouvez faire la diète. Non, c'est chaque jour il faut avoir son apport suffisant en protéines. Et donc ça, moi je suis déjà partie de ce constat-là. C'est vraiment que voilà, on ne mange pas assez de protéines. Les femmes ne mangent pas assez de protéines. Et les protéines, c'est vraiment le socle de notre santé, c'est l'élément bâtisseur de notre corps. Et que nos hormones sont faites de protéines et de graisses. Donc à partir de ce constat-là, moi je me suis dit, si on veut ovuler correctement et donc être en bonne santé, il faut avoir des protéines et des graisses en quantité suffisante. Les protéines animales, des protéines végétales, c'était pas la même chose, dans le sens où dans les protéines animales, en fait, le corps il sait quoi faire avec, il les reconnaît tout de suite et il les assimile aussitôt. Alors que dans les protéines végétales, déjà il va falloir faire des associations pour avoir les acides aminés essentiels, parce que sinon si on mange que des légumineuses ou que des céréales, ben on ne les a pas, donc il faut les associer ensemble pour avoir les acides aminés essentiels du corps, que le corps ne produit pas, il faut les apporter par l'alimentation. Il faut savoir aussi que dans les produits, dans les végétaux, en fait, le taux d'assimilation est carrément inférieur aux produits animaux. Pourquoi? En partie, je pense, à cause des antinutriments. Il y a des antinutriments dans les végétaux parce qu'en fait, il faut savoir que comme les animaux, les végétaux veulent vivre. C'est le principe du vivant. Tout le monde sur cette terre a envie de vivre, même la plante ou la carotte que vous mangez. Et je trouve que c'est un leurre, en fait, de se dire de... Moi, après réflexion, bien sûr, hein, je me suis dit que on se leurre, en fait, de dire je ne mange pas de produits animaux parce que je ne veux pas de souffrance sur terre. Mais en fait, moi, les plantes, par exemple, que je cultive, et même les tomates que je vais cultiver, ou les petits pois, et eux aussi, ils ont envie de vivre. Tout autant que la vache en face dans le champ, là. Pourquoi? C'est un peu de l'antispécisme, en fait. Pourquoi lui et pas lui? Et en fait, on fait la même chose avec le règne animal et le règne végétal. Pourquoi plus un règne qu'un autre? Et donc les végétaux ont eux aussi envie de vivre. En fait, ils mettent des mécanismes en place pour pouvoir favoriser cette survie. Et certains de ces mécanismes s'appellent les antinutriments. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous mangez des graines, par exemple, autour de la graine, il y a des antinutriments qui la protègent pour faire en sorte que notre système digestif ne soit pas apte à la digérer et qu'on puisse, en gros, faire caca la graine et qu'elle puisse germer et du coup donner un arbre par la suite. Voilà, par exemple. Ces antinutriments, donc il y en a beaucoup chez les végétaux, hein, voilà, c'est leur système de protection. Nous, on a trouvé des techniques à travers notre évolution pour pouvoir faire en sorte de les diminuer. Donc par exemple à travers la fermentation. Que ça peut être avec le levain, par exemple, pour les céréales, pour le pain, les crêpes, etc. Ça peut être la fermentation, la lactofermentation, avec différents légumes. On peut aussi par exemple, faire tremper nos graines, nos céréales, donc faire tremper le riz, faire tremper les lentilles, les pois chiches. Et donc tout ça, ça va permettre en fait de lever une partie de ces antinutriments, de ces inhibiteurs de germination. Et donc on va favoriser la germination et donc on va enlever une partie de ces antinutriments et donc la graine, la céréale sera plus assimilable, elle fera moins de dégâts dans notre corps. Donc déjà en fait il faut avoir ça en tête, déjà le savoir et l'appliquer. Parce que si on ne l'applique pas, si on ne met pas en place ces procédés pour diminuer la charge en antinutriments, ces antinutriments sont directement dans notre corps et là ça fait de gros dégâts au niveau du microbiote intestinal notamment. Voilà, c'est pas inoffensif hein, une plante. Je veux dire, on le voit très bien par exemple avec les huiles essentielles. Les plantes aussi se défendent et elles ont des moyens très efficaces. Par exemple, quand on regarde au niveau du soja,
On sait que le soja, en fait, il y a l'inhibiteur de trypsine, je crois que c'est ça, d'un acide aminé qui est essentiel en fait. Il inhibe un acide aminé essentiel, et cet acide aminé essentiel en fait c'est le chef de gondole. Et en fait pour que le corps reconnaisse les acides aminés pour qu'il puisse bien les digérer, il faut d'abord qu'il y ait cet acide aminé qui soit vu et reconnu, et ensuite il va pouvoir continuer son travail d'assimilation sur les autres acides aminés. Enfin, et donc le soja lui il inhibe ce premier acide aminé en gros, et donc le corps n'arrive pas à reconnaître parce qu'il n'y a pas le chef de gondole quoi. Enfin voilà, donc en gros les végétaux, il faut correctement les préparer si on veut correctement pouvoir assimiler une bonne partie de ce qu'ils peuvent nous apporter. Voilà, donc ça, il faut le savoir et il faut le mettre en place. C'est assez contraignant dans le sens où il faut préparer nos aliments. Il faut faire fermenter la farine, il faut faire lacto-fermenter le chou, il faut faire tremper les légumineuses, les céréales. Donc ça demande une organisation. Et malgré ça, moi je crois qu'en fait que malgré ces procédés, on n'a pas le même niveau d'assimilation que sur les produits animaux. Parce que les produits animaux, c'est plus disponible tout de suite. Le taux de fer dans un produit animal n'aura pas la même assimilation que du fer végétal. Ça, c'est, vous regardez les chiffres et il y a un gouffre entre les deux. Et souvent, moi, je vois je parle surtout des femmes, des femmes qui sont, fatiguées. Et en fait, le fait de faire ces conversions, que le corps puisse assimiler correctement ce qu'il trouve dans les végétaux, ça demande de l'énergie. Et parfois, le corps prélève dans ses propres ressources pour pouvoir assimiler ce qui se trouve dans les végétaux. Donc par exemple, moi, chez une femme qui va être fatiguée, très fatiguée, carencée, dans ma logique, c'est beaucoup plus intéressant et pertinent qu'elle se tourne vers des produits animaux de qualité, parce que son corps va pouvoir les utiliser tout de suite, là, maintenant. Et il n'y aura pas besoin de beaucoup d'énergie pour les assimiler. Parce qu'en fait, quand je parle des produits animaux, pour moi, je fais vraiment une très grande différence entre les produits animaux, des animaux qui sont élevés en plein air toute l'année ou une bonne partie de l'année, qui sont nourris à l'herbe ou au foin, pas de granulés, des élevages intensifs. Voilà. Pour moi, ça n'a rien à voir. La qualité nutritionnelle et même bien-être pour l'animal n'a strictement rien à voir. Et donc, forcément, ça se retrouve dans notre assiette, et voilà. Il faut savoir aussi, c'est que si jamais on se tournait vraiment vers une alimentation complètement végétale, donc on ne fait plus d'élevage d'animaux, parce qu'on n'en consomme plus. Donc pour faire pousser nos céréales, nos légumineuses, nos légumes, en fait, il faudrait utiliser des produits qui sont comme le pétrole par exemple. Et donc ça, qui sont des ressources qui sont limitées quand même, et qui sont pas, au niveau de la santé, c'est pas rien, je veux dire, de manger du maïs au pétrole par exemple. Pour les personnes qui font le jardin, ou qui ont eu des grands-parents qui ont fait le jardin, des parents, on sait que faire un potager, grosso modo, les légumes demandent énormément de nourriture. En fait, le sol qui produit les légumes demande énormément de nourriture. Et la meilleure nourriture pour un sol, c'est les déjections animales. Et donc ça, quand on jardine un peu, quand on se renseigne, c'est une vérité. On ne peut pas faire autrement que... Je veux dire, on voit vraiment dans la qualité d'un sol, quand il y a du fumier animal, du compost animal qui est apporté, on voit complètement la différence que si tu mettais juste du foin ou par exemple des épluchures de légumes. C'est pas du tout la même chose. Donc en fait, dans un monde où il n'y a plus d'animaux d'élevage, et même animal, si on est dans le véganisme, d'animaux de compagnie non plus, nos sols vont... comment on va les nourrir? On va les nourrir avec du pétrole. Donc il faut avoir ça quand même en tête, il faut le savoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos questions. Et comme ça me permettra peut-être d'étayer certaines choses, peut-être que j'ai oublié de dire des choses, ou de rentrer davantage en profondeur sur certains sujets.
Alors, première question. Selon toi, de quoi est composée une alimentation soutenante pour le cycle hormonal féminin? Donc pour moi, une alimentation qui vient soutenir la santé féminine, donc l'ovulation entre autres, c'est une alimentation qui va être riche en produits animaux, donc notamment avoir suffisamment de protéines. Et donc pour ça, le meilleur moment en fait pour pouvoir assimiler les protéines, et là où on en a le plus besoin, c'est au petit déjeuner. Pour en fait que les hormones de l'éveil s'activent, pour que la thyroïde, la glande thyroïde qui est tellement importante et qui dysfonctionne chez beaucoup de personnes et de femmes notamment, a besoin de protéines animales. Donc pour moi, les protéines, c'est vraiment un enjeu de santé colossal. Il faut manger des protéines animales, notamment le matin, vraiment, et en quantité suffisante en fonction de son poids. Donc comme je vous disais, c'est 1 gramme par kilo de poids. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de tester par exemple sur déjà une journée, voir un petit peu où vous en êtes, et après sur une semaine pour faire un peu une moyenne. Mais vraiment de venir ajouter des protéines animales au petit déjeuner, pour moi ça fait toute la différence. Dans le sens où en fait manger suffisamment de protéines et de graisses, ça permet déjà de lisser la glycémie. Donc la glycémie, donc c'est le taux de sucre dans le sang, et d'éviter les fringales tout au long de la journée. Combien de femmes, toutes, franchement toutes les femmes que j'ai accompagnées, elles ont toutes des fringales. Et c'est exponentiel au moment de la phase lutéale. Une fois que l'ovulation est passée, ah oui, juste avant les règles, une semaine avant les règles, ou ce n'est plus, fringales, bingo, à coup sûr, les femmes, vous demandez à votre mère, à vos copines, sûr. Il y a des fringales. Pourquoi il y a des fringales? Parce qu'il y a carence en protéines. Ça, moi, j'en suis persuadée parce que je le vois avec ma clientèle, je l'ai vu avec moi. Je me ruais. Alors, je ne suis pas parfaite dans mon alimentation, hein, mais quand j'ai été végétarienne et que aussi quand je ne mangeais pas le matin, mais les biscuits, mais le sucre, mais bien sûr le pain, les pâtes, tout ça ce sont des glucides, et bien sûr t'as faim de ça. Tu donnes pas de protéines, ton corps il cherche les acides aminés essentiels dans d'autres trucs. Donc manger suffisamment de protéines va réduire vos fringales. Faites le test et vous venez me dire. Manger protéiné le matin, c'est-à-dire manger un œuf au plat, manger avec des tranches de bacon, des tranches de lard, de la ventrèche, de la truite fumée, du saumon fumé, du fromage blanc, manger ça avec du pollen frais par exemple. Essayez pendant 1 mois sur un cycle et revenez me voir. J'en mettrai presque ma main coupée. Voilà, pour vous dire. Donc, protéines animales, oui et oui. Il nous faut des protéines animales parce que c'est digeste, parce que c'est assimilable rapidement, parce que c'est ce que le corps connaît. Il connaît ça, il le connaît, c'est ça qu'il digère. Les graisses, la base, les graisses. Les femmes pendant la grossesse, pendant le postpartum, la première chose à remettre dans votre alimentation et ne surtout pas négliger, ce sont les graisses. Pour nous, femmes lambda dans la fertilité de tous les jours, protéines et graisses sont essentielles, vraiment, aussi. Il nous faut des bons gras. Donc pour moi, les bons gras, ce sont les graisses saturées. Celles qu'on dit, il ne faut surtout pas manger. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les graisses saturées, pour moi, c'est les meilleures. C'est celles qu'on a toujours mangées. Quand on regarde à travers l'histoire, c'est celles qu'on a toujours mangées. Et en fait, j'ai appris il y a quelques mois, seulement, parce que quand j'étais en école de naturopathie, on prenait beaucoup les huiles végétales, notamment l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de colza, etc. Et donc ce sont des huiles très fragiles qu'il faut mettre dans des bouteilles opaques et qui doivent être conservées au frigo une fois ouvertes et consommées dans le mois qui suit. Surtout pour l'huile de lin, cameline. Et en fait, parce que sinon en fait elles deviennent rances, elles rancissent et elles deviennent cancérigènes. Et en fait, l'huile de lin,
les huiles végétales en fait étaient utilisées dans la mécanique automobile par exemple. Ou l'huile de lin, ça, moi je sais ma mère quand elle rénove des meubles ou quoi, elle utilise de l'huile de lin pour huiler les meubles. Et donc ça fait réfléchir. Voilà, je me dis, voilà, il faut faire très attention à comment, si vous adorez l'huile de lin, bon, vous l'avez déjà, en plus souvent on peut dire on peut faire une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de lin, mais il faut la consommer dans les règles de l'art. Mais il ne faut pas oublier pour moi la consommation de graisses saturées. Il ne faut pas avoir peur du cholestérol. Le cholestérol c'est la base, c'est un socle pour moi essentiel à notre santé. Si on ne consomme pas suffisamment de bonnes graisses pour faire du cholestérol, c'est notre corps qui va fabriquer le cholestérol, c'est le foie. Donc notre foie a déjà énormément de choses à faire. Si on pouvait lui faciliter la tâche, ce serait très chouette. Donc amenez à travers votre alimentation des bonnes graisses, des graisses animales, du beurre au lait cru, du ghee, ça peut être quoi je sais pas si vous avez un élevage de porc en plein air par exemple, ça peut être du saindoux, la graisse de porc. Dans toutes les parties de viande en fait qu'on peut trouver de la graisse, enfin voilà, parfois c'est accroché, je veux dire, aux muscles. Ne pas négliger l'apport en graisse animale. Et je pense aussi, là je fais tilt, ce qui est super important en fait qu'on nous dit pas, c'est avant les anciens, ils mangeaient tout l'animal. Ils mangeaient pas juste les parties nobles, ils sont les muscles. Aujourd'hui, on n'a plus, je pense qu'il y a un manque de sacré dans la consommation générale, mais d'autant plus animale dans le sens où on jette certainement des quantités astronomiques de produits animaux parce que je sais pas pourquoi, mais parce que ça fait pas, c'est plus à la mode de manger les abats par exemple, de faire du bouillon d'os. Et quand on regarde ça, en fait, il y a un équilibre naturel qui se fait quand on mange toutes les parties de l'animal. Les muscles, les abats, les os, les cartilages. C'est vraiment super important d'avoir dans son alimentation toutes les parties de l'animal. Parce que à travers les acides aminés, on va avoir un équilibre entre la méthionine, qui se trouve beaucoup dans les pièces de viande plutôt muscles, et la glycine, qui se trouve plutôt dans les pièces de viande, cartilage, os. Et dans les abats, donc d'animaux qui sont élevés correctement, hein, bien sûr, dans les abats, on va trouver une quantité phénoménale de fer, de vitamine B, dont la B9 et la B12, qui sont énormément prônées en préconception pendant la grossesse. Du rétinol, donc la vitamine A, le rétinol, c'est la vitamine A biodisponible. Le bêta-carotène, c'est la vitamine A qui est dans les végétaux et que le corps doit transformer pour pouvoir ensuite l'assimiler. Voilà. Donc, du muscle, des abats, des os, des cartilages. Il nous faut tout ça pour avoir un équilibre au niveau de notre apport protéique animal. Je voulais aussi vous parler d'une étude qui a été faite, c'est à retrouver dans un réel sur le compte Instagram Pâture et Papilles, qui est une sorte de label qui regroupe des éleveurs d'animaux, et donc ils font des éleveurs de viande de qualité, donc avec des élevages en plein air, nourris au foin à l'herbe. Et sur son compte Instagram, j'avais vu un éleveur de vaches à viande qui avait fait une étude en laboratoire, qui avait analysé sa viande de vache. Donc ils sont élevés toute l'année en plein air, à l'herbe. Et pour justement voir le ratio entre oméga 3 et oméga 6. Et ben, sa viande, la viande de ces vaches était très bien équilibrée au niveau du ratio oméga 3 oméga 6. Voilà. Donc les animaux qui sont élevés en respectant leur physiologie
ça donne des produits animaux qui sont qualitatifs et nutritionnellement parlant, qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Donc, j'y reviendrai après parce qu'on m'a posé la question, l'histoire de la viande rouge, c'est pro-inflammatoire. Il faut regarder le contexte dans lequel ont été menées ces études. Voilà. Donc, une alimentation soutenante pour le cycle hormonal féminin. Donc, on veut des protéines et des bonnes graisses parce qu'en fait, protéines et graisses vont stabiliser notre glycémie. Et en fait, donc la glycémie est gérée par l'insuline et le glucagon. Voilà, allez. Donc, quand on a beaucoup de sucre dans le sang, c'est l'insuline qui va être sécrétée pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Et quand on n'a pas assez de sucre, et bah, du coup c'est le glucagon qui va être sécrété au niveau hépatique pour... enfin pas au niveau hépatique, le glucagon est sécrété par le pancréas, mais en fait c'est pour faire sortir du sucre des cellules, je pense. Enfin, c'est pour rééquilibrer le ratio du sucre. Et donc nous ce qu'on veut c'est vraiment lisser la courbe glycémique parce que sinon ça fait un stress pour le corps. Et en plus l'insuline rentre en compétition aussi avec nos hormones féminines. Et donc ça déséquilibre notre cycle et donc ça déséquilibre notre santé. Et donc pour éviter d'avoir ces fringales et de consommer trop de glucides qui ont tendance du coup à faire, donc qui augmentent notre taux de sucre dans le sang, et bref, et qui apportent du diabète de type 2, qui est vraiment mais juste en train d'exploser dans le monde, et les problèmes cardiovasculaires qui s'en suivent, parce que c'est pas à cause du gras qu'on a des problèmes cardiovasculaires, c'est à cause du sucre. Donc le sucre on le trouve dans tout ce qui est glucides, hein, donc ça va être les céréales, les légumineuses, et puis d'autres. Bref, donc l'objectif c'est de manger suffisamment de protéines et de graisses pour ne pas avoir ces fringales de sucre. Il faut manger des glucides, hein. Je ne suis pas du tout contre les glucides, mais il ne faut pas se goinfrer de glucides. Le glucide est censé venir en 3e position, pas en première. Voilà. Donc pour moi, une alimentation qui va venir soutenir la santé féminine, c'est manger des produits animaux diversifiés de toutes sources. Donc des œufs, de la viande de muscle, des abats, du bouillon d'os. Ça va être aussi tout ce qui est petits poissons, parce que les poissons sont très riches en bonne graisse. Et puis voilà, c'est vraiment... enfin, comme à un moment donné, c'était Weston Price qui en fait, quand on lit son bouquin, on voit que les peuples qui se développent le plus, c'est ceux qui sont en bord de mer, qui sont sur les littoraux. Donc vraiment, les produits de la mer ont beaucoup de choses à nous apporter, les crustacés, les huîtres, et tout ce qui va être produits laitiers, les produits laitiers, donc au lait cru. Et voilà, pour moi, c'est ceux qui sont les plus intéressants, enfin, ceux qui sont pasteurisés n'ont aucun intérêt. Voilà. Terminer sur le fait que voilà, c'est vraiment important pour moi, essentiel de manger le matin protéiné. Ça va vraiment permettre un bon déroulé au niveau hormonal et globalement dans tout notre corps sur le reste de la journée. Ça va lisser la courbe de la glycémie sur le reste de la journée. Donc ça va permettre d'éviter les fringales, ça va permettre que nos hormones de l'éveil s'éveillent correctement, que la thyroïde fonctionne correctement. Les produits animaux aussi permettent de soutenir notre système digestif à travers l'acidité gastrique. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes qui sont végétariennes, végétaliennes, l'acidité gastrique est diminuée. Pour entretenir cette acidité gastrique, ce feu digestif, on a besoin des produits animaux parce que, c'est une boucle. Pour qu'il y ait suffisamment d'acidité gastrique, il faut qu'il y ait les produits animaux parce que les produits animaux ont besoin de cette forte acidité gastrique pour éviter les parasites et correctement être digérés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Les troubles, les problèmes au niveau du microbiote intestinal, ce qui est intéressant de regarder, c'est de remonter au niveau du système digestif et de regarder comment ça se passe au niveau stomacal. Déjà au niveau de la bouche aussi, parce qu'on ne mâche pas du tout suffisamment. C'est vraiment hyper important de mâcher. Notamment les glucides, parce qu'en fait, les glucides, la digestion commence dans la bouche, et les glucides
commencent à être digérés dans la bouche. Au niveau de l'estomac, il ne se passe rien pour les glucides. Par contre, il y a l'amylase, une enzyme qui commence dans la bouche à digérer les glucides. Donc en gros, si vous ne mâchez pas suffisamment, vos glucides vont arriver au niveau intestinal et puis ça va être très difficile, très lourd, très long à digérer. Donc vraiment l'importance de mâcher surtout les glucides. Vraiment, l'estomac n'est pas là pour faire... il est là pour malaxer, mais pas pour déchiqueter en gros. Hein. Ça, c'est les dents qui le font. Et donc, beaucoup de pathologies arrivent parce qu'en fait, notre système digestif est fragilisé. Les remontées acides. Ça, c'est pareil, hein, il y en a pas mal de gens qui ont, même des enfants, hein, qui ont des remontées acides. C'est pas parce qu'il y a une hyperchloridrie. S'il y a une hypochloridrie, il n'y a pas assez de sucre gastrique. Ça, il faut vraiment l'entendre aussi. Donc, le fait de ramener des produits animaux, de qualité j'entends, hein, bien sûr, hein, je ne vais pas me répéter 100 fois, mais de qualité, va permettre de soutenir les sucs gastriques et aussi la muqueuse digestive, faire en sorte qu'elle soit suffisamment épaisse pour pas qu'elle soit attaquée par nos propres sucs gastriques et d'avoir des ulcères, etc. Donc, vraiment, tout part aussi de là. Déjà de là, pour mâcher, et ensuite de là, soutenir le système digestif en haut pour qu'ensuite en bas ça se passe bien. Et donc les produits animaux participent à cela. Voilà. On va s'arrêter là pour la question 1. Question 2. As-tu vu un avant-après sur tes douleurs de règles quand tu as changé ton alimentation ? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, j'ai remarqué vraiment un changement au niveau de mes cycles, surtout quand j'ai commencé à manger le matin. Je pense que ouais, c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir une différence. Une nette différence sur l'amélioration au niveau menstruel, où je saignais beaucoup moins, je perdais beaucoup moins de sang, et ça a été fabuleux. J'ai mis aussi d'autres choses en place, hein, mais l'alimentation, je pense, ça a grandement aidé aussi. Et au niveau des douleurs, j'ai beaucoup moins de douleurs que j'ai pu en avoir par le passé. C'est loin d'être parfait, dans le sens où j'ai toujours des douleurs... ça reste gérable, hein. Ça reste gérable, mais j'ai beaucoup de tension dans les lombaires et dans le bas-ventre, mais surtout les lombaires. Donc l'alimentation ne fait pas tout, hein. Pour moi, il y a aussi le mouvement et la respiration. Mais est-ce que j'ai vu un changement dans mes cycles avec l'alimentation ? Oui. Au niveau de la gestion de douleurs de règles, est-ce que c'est... Enfin, pour moi, c'est pas que ça, mais je pense, oui, que ça a joué. Parce que aujourd'hui, j'ai besoin de natalité. Donc, je disais, à propos des douleurs menstruelles, c'est pas encore parfait. J'ai toujours des tiraillements, mais pour moi, c'est beaucoup plus gérable qu'il y a quand j'avais 18-19 ans, quoi, où c'était vraiment terrible, quoi. Donc, en tout cas, depuis ces dernières années, je vois une amélioration sur la qualité globale de mon cycle et donc sur aussi la gestion de la douleur menstruelle. As-tu vu un changement sur l'état de ta peau et de tes cheveux ? Alors, justement, je vais revenir au niveau des cheveux. Les cheveux, donc comme je vous avais dit, je perdais énormément mes cheveux. Et ça va faire 6 mois. Donc j'ai 25 ans. Hein. Ça va faire 2 ans, 3 ans que je remange le matin. J'essaie d'être régulière, hein, je ne suis pas toujours. Et, mais depuis 6 mois, je perds beaucoup moins mes cheveux. Voilà. Donc pendant 10 ans, j'ai pas mangé le matin. Pendant 6 ans, j'ai mangé quasiment pas de produits animaux, ou très peu. Et voilà, donc là, ça fait 6 mois que je perds moins mes cheveux. Là, je le vois. Et c'est vrai qu'au départ, ça m'a fait bizarre parce que pendant tant d'années, perdre des cheveux, à un moment donné, je me disais, c'est peut-être normal en fait. C'est juste comme ça parce que je connais d'autres filles qui perdent beaucoup leurs cheveux aussi. Et je m'étais fait, je m'étais fait une raison. Et là, je vois vraiment que je perds toujours mes cheveux, mais beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant. Sur la qualité de ma peau, non.
je vois pas d'avant-après. Non, je vois pas d'avant-après sur la qualité de ma peau. Là-dessus, pas trop de changements. Pour le coup, la peau de mon visage est plutôt à la fois certaines zones à certains moments un peu grasses, mais aussi très sensibles. Et là-dessus, non, il n'y a pas vraiment de changement. Alors, mon point de vue sur la consommation de café. Alors, pour moi, la caféine, pareil de qualité, quand on peut s'offrir du bon café en grains, j'y vois pas d'inconvénient si ça reste 1 à 2 tasses par jour. Voilà. Bah, pas plus, parce que ça apporte des choses intéressantes le café, ça peut être. Ça a des vertus antioxydantes. Je ne suis pas spécialisée dans le café parce que moi j'en consomme pas du tout. J'ai mon copain qui en consomme régulièrement, trop à mon goût. Mais voilà, mais sinon je suis pas spécialiste du tout du café, je me suis pas énormément penchée sur la question. C'est juste que comme beaucoup de choses, il faut être raisonnable. Et 1 à 2 tasses par jour, c'est pas trop dérangeant. Évitez après 14 heures, surtout si vous êtes sensible à la caféine. Pour moi, ouais voilà. S'il y a un parcours de préconception, par exemple, je bannirais complètement l'alcool, le café, je pourrais le laisser sur 1 tasse par jour. Pour moi, c'est pas du bon café par contre. En grains, qu'on va moudre, ça peut, pour moi, pourquoi pas. Ça permet de favoriser la circulation, la microcirculation et tout. Donc en soi, c'est comme du bon cacao en fait. Voilà, mon point de vue sur le café. Alors, ton rapport et avis sur les aliments déclarés inflammatoires, comme la viande rouge, le gluten et les laitages. Alors, la viande rouge, je me suis exprimée sur le sujet, donc pour moi, c'est une question de... Et les laitages aussi. Enfin, on va parler de la viande rouge, c'est surtout une question de manière d'élever ces animaux et de comment on les nourrit. Voilà. Pour moi, la viande rouge, je me prive pas de viande rouge. J'en mange plusieurs fois par semaine. Et voilà, mais encore une fois, il faut de la qualité. Voilà. Les laitages, c'est pareil, donc toujours la qualité. Les laitages au lait cru, pour moi, sont... Voilà, le reste pour moi n'a pas lieu d'être. Tout ce qui est pasteurisé, UHT, là, ça n'a pas lieu d'être. On ne devrait pas consommer ces aliments-là. Après, il y a l'école qui... Enfin, il y a certaines personnes qui disent, et je suis d'accord avec ce qu'elles disent, c'est que en gros, on n'est pas censé consommer du lait d'une autre espèce que la nôtre. Voilà. Parce qu'au niveau enzymatique, on perd la lactase qui permet de digérer le lactose. Et en soi, je trouve que c'est très pertinent comme réflexion. Mais c'est vrai que je pense que les produits laitiers crus peuvent nous apporter des choses intéressantes dans notre alimentation. Et comment dire, au vu de notre hygiène de vie, je pense que ce serait dommage de s'en priver parce que grosso modo, j'ai l'impression que la majorité des gens ne mangent pas correctement, n'ont pas un apport nutritionnellement parlant correct, on est carencé, on mange n'importe quoi, des produits transformés. Enfin bref, notre corps est vraiment carencé en nourriture brute et nutritif, quoi. Et pour moi, les produits, les laitages au lait cru, nous apportent vraiment des choses qui pourraient être pour moi pertinentes pour venir soutenir le fonctionnement de notre corps. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, par exemple, le beurre, c'est vraiment un corps gras, une graisse saturée qui fait partie intégrante de ma vie, quoi. J'en mange tous les jours du gras. Du gras, oui, du gras, mais du beurre. Donc là-dessus, moi, je ne me verrais pas m'en priver du tout. C'est vraiment c'est un socle dans ma vie. Et donc pour moi, les laitages, oui, au lait cru et chez de bons éleveurs, quoi. Voilà. C'est pareil, après, à voir en fonction de chaque personne. S'il y a des intolérances alimentaires, c'est pareil, en fait, il faut reconstruire le système digestif, mais en soi, je pense que sur un système digestif sain, il n'y a pas de problématique à consommer des laitages au lait cru. Voilà. Le gluten, par contre. Alors, le gluten, là-dessus, pour moi, le gluten, je pense qu'il est à l'origine de beaucoup de dégâts
au niveau du système digestif. Voilà. Et donc pour le gluten, je privilégierai la fermentation avec le levain. Voilà. Et vraiment, quand c'est possible, voilà, moi je sais qu'aujourd'hui j'y suis pas du tout. Hein. Je parle de choses, mais il y a dans ma vie de tous les jours, par exemple, je mange des bonbons. Voilà, je suis pas du tout parfaite. Hein. Mais voilà, dans la limite, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'enlever tout ce qui est produit transformé. Ça, c'est la base en fait. Et donc déjà là, on voit qu'au niveau du gluten, on se sépare de beaucoup de choses. Mais après, sinon, faire fermenter. Donc avec le levain, donc du pain au levain, brioche au levain, des crêpes au levain. Déjà là, en fait, au niveau digestif, ça va nous apporter beaucoup plus de minéraux, de nutriments avec la fermentation. Et encore une fois, le gluten, en fait, il faut le voir souvent, quand on parle de gluten, on parle de glucides. Et donc, si on mange suffisamment de protéines et de graisses, on va pas déborder sur notre portion de glucides. Et donc après, ça peut être une tranche de pain au levain par jour, voilà, pourquoi pas. Voilà. Pour moi, le gluten, en fait, c'est surtout, et là-dessus, voilà, partager le fait qu'il faut vraiment bannir de notre alimentation les produits qui sont transformés. Il faut manger brut, local, de saison. Un maximum. Voilà. Après, bien sûr, il y a des choses comme le cacao qui vient de l'étranger, les avocats, qui peuvent nous faire plaisir. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut manger raisonnablement, le chocolat, 70% minimum. Et après, on peut se faire plaisir, bien sûr. Si on se fait un gâteau, voilà. Mais il faut vraiment avoir les bases. Donc les protéines en quantité suffisante et les graisses. Et à partir de là, ça nous permet de limiter la casse au niveau des glucides, de moins se jeter, se vautrer sur les glucides, donc sur le gluten. Voilà. Question numéro 6. Que penses-tu du sucre et des glucides? Beaucoup d'informations différentes à ce propos. Voilà, donc j'ai un peu quand même déjà répondu à cette question. Donc pour moi les glucides, il faut faire attention parce que les glucides, t'en trouves dans les céréales, dans les légumineuses. Donc pour ceux qui sont végétariens, en fait ils mangent énormément de glucides. Et là, ça c'est une catastrophe pour la glycémie, quoi. Donc pour le système cardiovasculaire, enfin bref, c'est terrible. Ils mangent trop de sucre. Trop de sucre. Et pour moi, c'est comme je disais, voilà, c'est vraiment des produits bruts. Après, si on veut se faire des biscuits, des gâteaux, c'est les faire maison un maximum. Mettre pas mal de graisse, parce que les graisses, ça permet de ralentir l'absorption du sucre. C'est pour ça que souvent dans les snacks, moi je recommande de mélanger en fait soit une protéine ou une graisse avec le sucre. Voilà, toujours. Parce que ça va permettre de ralentir l'absorption du sucre. Donc par exemple, si vous mangez, je sais pas, déjà un morceau de pain, on met du beurre. Voilà, tout simplement. Voilà, et les sucres naturels, donc les sucres plutôt de fruits, le miel, et puis après, en fait à un moment donné, je m'étais posé la question, le sucre de betterave blanc, là, puis le sucre blond, le sucre rapadura, le sucre de coco, c'est quoi la différence? Parce qu'en plus avec glucose révolution, là, elle, ce qu'elle disait, c'est que dans le corps, du sucre, c'est du sucre, quoi, qu'il soit blanc ou complet. Mais en fait, ce que je pense avoir compris par rapport à la différence de ces sucres, c'est que le sucre de coco va nous apporter plus de choses au niveau des minéraux que le sucre de betterave ne nous apportera pas, ou très peu. Donc c'est plutôt ça en fait qui est intéressant dans le fait de consommer des sucres complets ou sucre de coco, parce qu'en fait au niveau des minéraux, ils vont nous apporter davantage de choses que du sucre blanc raffiné. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Donc voilà, limiter la consommation de glucides. Voilà, elle vient vraiment garder sa place en fait. C'est important d'en consommer. Il faut pas, pour moi, c'est Lara Briden aussi qui en parle dans un de ses livres. Elle, ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il y a pas mal de sa clientèle qui mangeait quasiment pas de glucides. Et au niveau du cycle ovulatoire, c'était compliqué. Il y avait facilement des aménorrhées. Donc absence d'ovulation. Et donc vraiment pour moi en fait je vais pas d'un extrême à un autre, j'essaye de ne plus aller d'un extrême à un autre. Donc oui, les glucides, il faut en manger, mais
en quantité raisonnable et vraiment d'abord avoir en amont son apport en protéines et en graisses. Voilà. Et de toute façon, une fois qu'on a son apport en protéines suffisant, moi j'ai remarqué que j'ai quand même beaucoup moins envie de sucre, de ces produits-là. J'en ai moins envie. Je ne dis pas que j'en ai plus envie, c'est pas vrai. Mais j'en ai beaucoup moins envie. Je me jette beaucoup moins sur les biscuits. Et je me jette encore beaucoup, c'est sur les chips. Les chips, ça parle d'un manque en graisse. Voilà, donc il faudrait que j'augmente encore ma portion en graisse pour éviter d'avoir ce type de fringale. Alors après, c'est vrai que vous me direz, s'il n'y en a pas chez toi, t'en manges pas. C'est vrai. Et moi, c'est pas comme ça chez moi. Donc voilà. Question 7. Comment fais-tu la part des choses entre toutes les recommandations contradictoires? Comment faire la part des choses? Et pour moi, justement, comme je viens de le dire, c'est de revenir au milieu. À chaque fois. On essaye de revenir au milieu. Et moi, je teste beaucoup sur moi. Et puis, je fais beaucoup de... je me suis beaucoup formée, je continue de me former. Je lis aussi ce qui se fait aux États-Unis, par exemple, donc qui sont globalement... souvent, c'est ce qu'on dit, mais s'il y a une part de vérité, c'est un peu plus avancé que nous. Donc, voilà, je me renseigne beaucoup et je teste sur moi. Et il y a des choses qui me paraissent être du bon sens. Et je regarde aujourd'hui, avant je ne faisais pas du tout ça, mais je regarde beaucoup plus, je regarde mes ancêtres avec beaucoup plus de respect et d'humilité. Et il y avait beaucoup de bon sens dans ce qu'ils faisaient. Et j'essaye de tirer les leçons de tout ça. Et parce que c'était des gens qui étaient en bonne santé. Et qui vivaient peut-être pas aussi longtemps que nous, mais qui vivaient en bonne santé. Jusqu'au bout. Et voilà. Et donc pour moi, quand je regarde aussi comment est fait l'être humain, les produits animaux sont importants. Voilà. Les produits végétaux aussi. Voilà, par exemple, je ne deviendrai pas carnivore. Voilà, ça c'est pour moi, c'est un extrême. Ouais. Et puis de toute façon, j'adore tellement cultiver les légumes aussi, que quand je vois une belle tomate dans mon jardin, je suis trop contente et je suis sûre qu'elle m'apporte plein de trucs bien, la tomate. Voilà, trouver le juste milieu. Pour moi, c'est vraiment revenir au juste milieu. Mais consommer suffisamment de protéines. Parce qu'en fait, on est trop carencé en protéines. Trop carencé en protéines et en graisse. Et ça, c'est vraiment... Il faut que j'arrête de me répéter, mais c'est les socles. C'est la base. Voilà. Peut-être que aussi par rapport... je pense à ça, en fait, par rapport aux recommandations qui peuvent être contradictoires à la grossesse, où globalement, on recommande de manger tout aseptisé. Voilà. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, avec les recommandations officielles. Et moi, je sais que je changerai rien à mon alimentation le jour où je serai enceinte, parce que je sais que ce que je mange, ce sont des aliments qui sont très nutritifs et que mon corps réclame ça et a besoin de ça. Moi, j'en suis convaincue. Et je suis aussi convaincue d'une chose. Alors attention à ce que je vais dire, parce que quand je dis pas beaucoup à beaucoup de gens, mais moi je pense que notre gouvernement ne cherche pas à ce qu'on soit en bonne santé. Et à partir de cette croyance, je fais mon propre cheminement. Et voilà mes propres expériences là-dessus. Donc je suis assez sceptique par rapport à ce qui paraît être des recommandations officielles. Il y a des choses comme par exemple les recommandations officielles sur la quantité de protéines qui sont pour moi pertinentes. Mais par exemple sur tout ce qui est interdiction, contre-indication pendant la grossesse au niveau de l'alimentation, là-dessus je suis pas du tout d'accord. Voilà. Et ça après c'est cheminer, lire, se former, écouter des podcasts, tester sur soi et voir en fait comment notre corps se comporte en fait tout simplement. Alors, 8e question, donc c'est plutôt des suggestions de conseils pour les repas du soir. Donc pour les repas du soir, souvent, ce qu'on va entendre dire, c'est de manger plutôt léger.
Surtout, par exemple, quand on a des problèmes d'endormissement, de sommeil, évitez les protéines parce que ça demande beaucoup d'énergie au corps de digérer des protéines, donc plutôt léger ou protéines plus comme du poisson par exemple. Mais voilà, plutôt léger le soir, peut-être un bouillon d'os par exemple, mélangé avec du potage. Voilà, ça pourrait être ça. Voilà, donc soit un poisson, soit un potage avec du bouillon d'os, parce que ça c'est vraiment génial, le bouillon d'os, hein, c'est très facile à digérer et ça nous apporte beaucoup de choses au niveau nutritionnel. Ça pourrait être par exemple un repas, je pense à un potage ou avec un morceau de pain et puis un morceau de fromage au lait cru, voilà, et puis du beurre. Quoi d'autre? On peut faire des conseils repas pour le soir, ça peut être une quiche, je sais pas moi, une quiche. On peut mettre, ou alors même une tarte avec des légumes et puis on met un peu de lardon et puis on fait on bat des œufs par exemple, ou ça pourrait être peut-être une omelette ou des œufs brouillés par exemple. Voilà pour des repas du soir, c'est à quoi je pense. Après peut-être qu'il faut se tourner vers je sais pas, enfin grosso modo en fait se faire à manger c'est pas hyper compliqué, c'est surtout trouver des aliments qualitatifs et manger brut. Donc ça peut être, par exemple, on se fait chauffer 1 ou 2 œufs au plat, on mange un avocat avec ça, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, petites boulettes, par exemple, si c'est la saison des aromates, on peut aller à fond sur les aromates, oui, parce que les aromates c'est génial pour le système digestif. Donc vive les aromates, vous en mettez à fond partout, dans vos salades, mais aussi dans les préparations de viande, vous pouvez mettre vos aromates. Voilà, donc vraiment pas chercher trop compliqué. Après, oui, voilà, je sais que si ça peut aider certaines personnes, y a Christian et Justine Pétain qui ont créé une plateforme qui s'appelle Révolution Ancestrale, qui est totalement gratuite et sur laquelle en fait vous pouvez retrouver différentes thématiques et notamment un forum sur lequel on peut partager ses idées de repas. Donc ça peut donner des idées aussi à d'autres de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut manger quand on mange. Donc ancestral, c'est en fait pro-métabolique, c'est-à-dire qu'on mange comme je viens de vous le dire, protéines animales, graisses animales, et après des fruits, surtout des fruits, ils mangent des fruits cuits, des légumes, après on peut faire des légumes comme on veut, Voilà, ça peut être intéressant pour trouver des idées, pour s'inspirer. Voilà, pour des idées de repas pour le soir. Mais voilà, ouais. Alors, question 9. Que penser du jeûne intermittent en dehors de la phase lutéale? Alors, le jeûne intermittent, pour moi, s'il est pratiqué, il doit être pratiqué au repas du soir, c'est-à-dire qu'on ne mange pas le soir. Le matin, vous oubliez complètement. C'est vraiment le soir, éventuellement. Pour moi, le jeûne, en fait, ça crée un stress pour le corps. Parce qu'en fait, on parle souvent du stress émotionnel et tout, mais il y a des stress physiques aussi. Et ça, le corps, il doit le gérer comme un stress émotionnel. Hein. Donc, le jeûne est un stress. Le fait de sauter des repas, c'est un stress pour le corps. Donc déjà, rien que ça peut bouleverser, bousculer votre cycle. Donc, à voir en fonction du profil. Si vous êtes quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, vous êtes déjà un peu anxieuse, stressée, je ne recommanderais pas forcément le jeûne intermittent. Peut-être faire un repas plus léger le soir, si vous avez envie, faire un bouillon d'os avec, comme je disais, du potage. C'est très bien aussi, c'est plus facile à digérer, mais vous avez quand même un apport nutritionnel. Donc en dehors de la phase lutéale, le jeûne intermittent, donc le soir, c'est vraiment le plus intéressant, c'est de le faire. Évitez de le faire pendant la phase lutéale parce que la phase lutéale, c'est un moment du cycle où on a vraiment besoin de plus d'apport nutritionnel que d'habitude, parce que la progestérone favorise la conversion des hormones thyroïdiennes. Donc en gros, on a une augmentation du métabolisme. Donc c'est normal, c'est naturel d'avoir plus faim une fois l'ovulation passée, donc avant vos règles. C'est normal d'avoir plus faim, donc mangez plus, mesdames, c'est normal. Plus de protéines, un peu plus de glucides pour le coup.
Enfin, c'est les recommandations de Lara Briden, ça. Plus de protéines, plus de glucides pendant la phase lutéale. Pour éviter les fringales, justement, sur les produits transformés. Donc, jeûne intermittent, oui, pourquoi pas. Après, le truc, c'est qu'il faut se dire aussi, c'est que pendant la phase folliculaire, on est en train de construire l'endomètre. Donc, ça fait, au niveau nutritionnel, ça peut être apporter moins de ressources. Donc pour moi, si t'es pas en projet de conception, pourquoi pas. Si ça peut t'aider au niveau digestif, pourquoi pas. Mais après, en projet de préconception, je recommanderais pas. Voilà. Question 10. Quels ont été les effets d'une alimentation sans protéines animales sur toi? Je l'ai raconté du coup dans mon histoire par rapport à l'alimentation. Donc j'ai parlé des cheveux, du psoriasis, quand même des cycles très irréguliers et très très anarchiques avec des règles très abondantes et parfois très très douloureuses. Est-ce qu'il y avait une fatigue? Il y avait une fatigue de plusieurs jours avant les règles et pendant les règles, qu'aujourd'hui je n'ai quasiment plus, sauf si je tire sur la corde. Voilà. Je suis quasiment pas, quand mes règles arrivent, je sens qu'il faut que, oui, je sens qu'il faut que je me repose un peu plus quand même. Mais ça, je pense que pour moi, c'est physiologique. Mais j'ai pas une grosse fatigue, voilà, que je pouvais avoir avant. Voilà, c'est ça à quoi je pense. Peut-être moins irritable. Pas sûr. Peut-être que je suis plus apaisée quand même. Je sais pas. Peut-être que c'est simplement mon cheminement personnel qui fait que je suis plus apaisée, mais je me sens plus sereine vis-à-vis pas mal de choses dans ma vie. Donc voilà. Est-ce que c'est le fait d'avoir inséré davantage de protéines animales et de manger plus aussi? Je sais pas. Ensuite, ah oui, aussi quand même, le fait de pas manger le matin et de manger quasiment pas de protéines animales, je pense que ma thyroïde a morflé, très clairement. Donc ouais, ça, j'en suis quasiment convaincue. Ouais. Dernière question. Alors, est-ce que l'alimentation a un effet sur mon humeur? Oui, tout à fait. L'alimentation a un effet sur notre humeur. Ça, c'est clair. Quand on voit, surtout en phase lutéale, donc après l'ovulation, avant les règles, les femmes qui ont une humeur instable, moi, je les fais travailler sur leur alimentation. Voilà, je leur préconise tout ce que je viens de vous raconter. Il y en a beaucoup, elles me le disent. Hein. Mon mec est super content, merci. Il te remercie, Louise. Ouais, c'est sûr, ouais, clairement. Moi, j'ai eu des très bons retours, très positifs par rapport à ça. Donc oui, l'alimentation impacte notre manière de concevoir le monde aussi. Oui, j'en suis convaincue. Ouais. C'est clair et net. Ouais, voilà. Alors, pour terminer, je voulais vous partager des ressources. Donc des lectures. Alors, donc nous avons le livre de Weston Price, qui est un dentiste qui a visité plusieurs continents au moment où il y avait encore des tribus primitives pour observer leur mâchoire, leur dentition par rapport à leur alimentation et aussi au moment où il y a eu le basculement avec l'alimentation moderne. Voilà. Donc il a écrit un bouquin là-dessus qui est vraiment génial et qui en fait j'ai découvert ça en faisant le script là. Il est traduit en français. Et donc moi je l'ai jamais lu parce qu'il est en anglais et bon, j'ai d'autres bouquins à lire. Bref, il est en anglais et en français. Et Weston Price aussi, il y a la fondation Weston Price, donc c'est un site internet sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources également. Donc lui vraiment c'est le pilier. Quand on vous parle d'alimentation pro-métabolique ancestrale, Weston Price, c'est la base. Ensuite, vous avez Tati Lowers. Alors Tati Lowers, elle a écrit aussi pas mal de livres. Et il y a une formation qui
qui a découlé, de ses connaissances, de ses partages, qui s'appelle le profilage alimentaire, et qui moi est une formation qui m'intéresse beaucoup. Et donc elle parle aussi par exemple des produits laitiers, mais bref, c'est intéressant à regarder un petit peu ce qu'elle propose à travers ses livres. Ensuite vous avez Sally Fallon Morel, qui en fait a écrit aussi, donc elle c'est des bouquins en anglais, Tati Lowers c'est en français, et Sally c'est en anglais, donc qui parle beaucoup d'alimentation aussi, qui donne des recettes. Elle a dans ses bouquins elle donne des recettes, donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite il y a Julia Ross. Donc Julia Ross qui donc des bouquins en français et en anglais. Donc elle est médecin, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires aussi, donc le fait de supplémenter les personnes avec des précurseurs de neurotransmetteurs, et donc tout ce qui est anorexie, boulimie, elle s'est spécialisée là-dedans. Donc elle a écrit un bouquin qui n'est pas traduit en français, qui est en anglais par rapport à ça. Et tout ce qui est fringale aussi, problématique hormonale. Donc elle a écrit un livre qui s'appelle Libérez-vous des fringales, justement, qui est vraiment très intéressant. Et donc elle aussi, elle prône vraiment une alimentation diversifiée, mais vraiment ne pas vraiment avoir un apport suffisant en protéines, en produits animaux, quoi. Voilà. Ensuite vous avez Lily Nichols. Donc Lily Nichols, elle est diététicienne. Et donc elle s'est fait connaître au départ avec ses livres pour la grossesse en fait, le diabète gestationnel et l'alimentation pendant la grossesse. Donc ce sont des livres en anglais. Et là elle a sorti avec une autre autrice qui s'appelle Lisa Hendrickson Jack, qui elle est spécialisée, qui est formatrice en fait en symptothermie, mais pour les Américains en gros. Et donc toutes les deux elles ont coécrit un livre qui s'appelle Real Food for Fertility, donc l'alimentation vraie, véritable pour la fertilité. Donc bien sûr la fertilité, il ne faut pas entendre que les femmes en préconception. Pour moi c'est très important d'insister là-dessus. La fertilité féminine et masculine est très importante pour la santé globale de l'être humain. Voilà. Donc ces livres sont vraiment très 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 intéressants. Et donc je vous invite aussi à aller visiter un petit peu ce qu'elle propose. Elle a aussi un site internet avec des webinaires qu'elle donne, voilà, sur des thématiques spécifiques. Et ensuite vous avez un livre qui s'appelle Deep Nutrition de Catherine Sanahan, donc la nutrition profonde, qui est vraiment aussi une référence dans le domaine de l'alimentation prométabolique. Donc lui en anglais exclusivement. Et je terminerai avec le livre de Lierkis que j'ai sous la main, qui pour moi a été vraiment l'une des mes... Donc je vais vous parler pour terminer du livre de Lierkis qui s'appelle Le mythe végétarien, qui pour moi a vraiment été une très très belle lecture sur l'année 2023-2024. Ce que j'aime beaucoup avec cette autrice, donc ce qu'il faut savoir c'est que Lierkis a été végane pendant 20 ans. Et donc elle nous partage, elle nous témoigne tout son cheminement à travers ses questionnements et puis ce qui lui est arrivé. Et donc dans ce livre qui est découpé en 3 grands chapitres, qui nous parle en fait du végétarien éthique, du végétarien politique et du végétarien nutritionniste. Et je trouve ça génial, vraiment, 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 je recommande beaucoup cette lecture. Ça permet de déconstruire beaucoup de choses et elle remet vraiment les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Vraiment, il est très très bien ce livre. Et ouais, non, franchement, une super lecture. Donc en français. Voilà. C'est aux éditions Pilule Rouge. Voilà pour ça. Est-ce que je voulais... là oui. Peut-être vous lire un petit extrait. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, je vais peut-être terminer là-dessus. Justement parce qu'en fait, j'ai une de mes amies du lycée qui, plusieurs années après moi,
a fait un peu le même cheminement, en fait, le même constat par rapport à la souffrance animale, nos méthodes d'élevage, de culture. Et donc a décidé de devenir d'abord végétarienne et aujourd'hui se tourne et penche vraiment vers le végétalisme. Et donc en fait finalement elle a commencé à avoir ces réflexions au moment où moi je me posais des questions justement sur cette vision du monde et cette approche du vivant et de la nutrition et de la santé. Et donc c'était très intéressant parce que d'avoir en fait ce mélange ce mélange d'évolution. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais, parce qu'elle a des soucis de santé, et je lui disais, tu sais, en fait, toutes ces causes sont nobles, et pour moi, valent qu'on se batte pour elles, parce que moi, je suis vraiment contre l'élevage intensif, et ces choses abominables qui se passent, c'est vraiment... Je suis pas du tout pour ça, hein. Je pense que vous l'avez compris. Et je lui dis, mais en fait, moi, en fait, j'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre, mais j'ai aussi compris que pour être en bonne santé, pour moi, selon moi, c'était nécessaire de consommer des animaux. Et en fait, pour se battre, je trouve que c'est mieux de se battre debout et d'être dans la rue plutôt que d'être sur un lit d'hôpital. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, mon amie, en fait, a des gros soucis de santé et je trouve ça dommage, en fait, de ne pas pouvoir se battre pour ces nobles causes. Et parce qu'on a plein de choses à dire, en fait. Et on va les dire depuis un lit d'hôpital. Bah non, je trouve ça... Voilà. Et donc, je vous lis le passage qu'a écrit Yerkis. Alors... oui, je sais, des animaux sont torturés et que la planète se meurt. Je sais que nous sommes dans une situation d'urgence. Je le sais aussi bien que vous. Mais il ne faut pas vous suicider ou vous entretuer pour autant. Voilà. Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir suffisamment de protéines et de graisse, ça nous fout en l'air. Et pour se battre, on a besoin de manger des animaux. Et pour ça, il faut revoir notre manière de les consommer, de les élever, de les abattre et de les consommer. Il faut remettre du sacré dans tout ça. Il faut être conscient de ce que la nature et les animaux nous donnent ou ce qu'on prend. Voilà, en fonction de comment on voit les choses. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment super important. C'est de revoir notre manière de nous nourrir, de voir la nature, en fait. La nature, c'est pas le bien ou mal. La nature, il n'y a pas cette dualité-là. Il n'y a pas de bien ou mal. La nature, elle fait. Elle fait ce qu'elle a à faire. Voilà, c'est tout. Et la mort fait partie de la vie. Ça aussi, il faut l'entendre. C'est comme ça. La mort fait partie de la vie. Et oui, je prends ta vie pour moi vivre. Et j'ai conscience de ça. Et je vais l'honorer. En fait, je vais honorer cet acte. Et je vais vivre à fond, quoi. Je vais vivre ma vie. Je vais faire je vais m'éclater. Et je vais défendre ce qui me paraît juste. Et je vais informer le monde. Et je vais former des femmes à ce qu'elles soient en santé. Voilà, à ce qu'elles soient plus autonomes. Voilà, c'est tout ça en fait. Et il y a un dicton très intéressant que moi mon père m'a toujours répété depuis que je suis petite qui dit soit tu manges, soit tu te fais manger. Et dans la nature c'est comme ça. Nous aussi on va se faire manger. Et moi je suis heureuse de cette idée-là, de pouvoir que un jour mon corps sera rendu à la terre et peut-être qu'un arbre va se nourrir de mes os, de mon calcium pour pouvoir pousser et donner des fruits ou des super belles fleurs. Voilà, c'est un cercle vertueux, qui est vertueux. Et la mort fait partie de la vie. Voilà. Je vais clôturer cette vidéo sur ces
sage réflexion. J'espère que ce format, ce contenu vous aura plu, vous aura donné à manger, à boire et à manger. À vous de faire vos propres réflexions, vos propres expériences, à cheminer avec tout ça. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Et je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit au tout début, je cherche à convaincre personne. Voilà, moi aujourd'hui, je suis alignée avec ce que je fais. En partie. Tout n'est pas parfait. Voilà, mais il faut... je pense qu'il faut être conscient de certaines choses quand même. Et puis après, advienne que pourra. Hein. À vous de faire ce que vous désirez de votre argent, de votre corps, de votre santé. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon cheminement à travers la nutrition, l'alimentation, la santé et l'éthique animale. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous avez regardé cette vidéo.